de l'ère moderne. Le conseil municipal a délégué le pouvoir d'exploiter le métro. Le tunnel, Éric a mis 30 minutes de Montarville jusqu'au tunnel La Fontaine. Il y avait un accrochage. Maillon essentiel de l'autoroute 20, le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine est utilisé chaque jour par plus de 120 000 automobilistes. Bien, du côté de La Fontaine, quelques minutes dans le secteur de la Sherbrooke. Fontaine, ça se fait en moins de 10 minutes, pas plus que ça. Puis La Fontaine également, ça diminue encore. Mais en général, ça roule vraiment très vite ici au tunnel La Fontaine sur l'autoroute Jean Lesage pour arriver au tunnel. À l'époque, même si l'idée de traverser le fleuve par un tunnel en béton pouvait sembler loufoque, le projet représentait un défi technologique inégalé pour les ingénieurs québécois. Un chantier comme le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, c'était une attraction. Parce que les gens se demandaient comment ils vont faire pour creuser un tunnel sous le Saint-Laurent. Le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine se compose de 2 tubes, dont chacun est doté de 3 voies de circulation. Entre ces tubes, un passage central loge l'équipement auxiliaire de drainage, d'éclairage, de ventilation et de sécurité. Il s'agit du plus grand tunnel sous-marin au Canada, avec une longueur de 6 km, dont 1,5 km sous plus de 20 mètres d'eau. Au plus fort du chantier, plus de 2500 ouvriers travailleront jour et nuit pour réussir l'exploit à temps. Énorme. C'est un chantier qui était énorme, qui impliquait beaucoup de compagnies, beaucoup de gens, parce qu'il y en avait qui travaillaient sur les 2 rives en même temps. Inauguré le 11 mars 1967 au coût de 75 millions de dollars, ce tronçon d'à peine 6 km qui relie la rive sud et l'est de Montréal a été longtemps considéré comme le plus grand ouvrage en béton précontraint au monde. Le pont-tunnel a été construit selon une technique inusitée. Il a été précoulé, puis déposé sur le lit du fleuve. Si on recule une quarantaine d'années en arrière, en 67, presque 40 ans, les ingénieurs du temps, ils ont construit le tunnel La Fontaine, très bien fait, mais dans ce temps-là, on ne pensait pas peut-être qu'on aurait au-dessus de 120 000 voitures par jour. Si, de l'extérieur, la structure impressionne, de l'intérieur, elle étonne d'ingéniosité. Nous sommes dans une conduite de ventilation qui sert à évacuer les gaz qui sont dans le tunnel par le trafic. Alors cette conduite-ci sert aussi de conduite d'évacuation en cas d'accident ou de feu. Mais le gros problème, c'était, mettons, vraiment d'échouer, de construire les éléments puis les échouer à bonne place, le gros challenge. Mais pour bien des gens, le chantier du pont-tunnel sera aussi synonyme de grand dérangement. Derrière, on a cet embranchement de la 25 et c'était précisément là où était le cœur du village. Lorsqu'on entre dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, 2 sentiments nous envahissent. D'abord l'émerveillement, puis ensuite l'appréhension. L'immense structure qui nous conduit jusqu'à 24 mètres sous le Saint-Laurent a de tout temps, évidemment, impressionné les automobilistes. Bon, bien sûr, à l'intérieur du tunnel, on est toujours un petit peu inquiet qu'il arrive un incident que ça bloque complètement. Toutes ces années, depuis 1977 que j'utilise le tunnel, j'ai jamais eu à quitter ma voiture parce que le tunnel était bloqué. Bien, on a déjà entendu des histoires que les gens étaient obligés de sortir. Comme si on s'en revient vers les années 67, quand que le pont, le tunnel a ouvert, bien, l'attraction, c'était de venir visiter le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. C'était l'attraction. Comme là, les gens embarquaient en famille, ça veut dire des fois le grand-père, le père, les enfants. Puis dans ce temps-là, c'était à 8-10 par auto.
Là, il arrivait dans la voie de droite, à l'entrée du tunnel. Il débarquait dans les voies. Là, il rentrait à pied dans le tunnel. Ça prenait des polices tout le temps pour les enlever, mais vu qu'il n'y avait pas une grosse circulation, il prenait le temps de regarder. Là, les gens regardaient ça. Là, il y en avait qui disaient on serait supposé voir de l'autre bord, mais on ne voit pas. Parce que le tunnel, il y a une pente qui descend. Comme, là, il y avait des gens qui... Le gros point d'interrogation, bien, il y avait peur. Il y en avait beaucoup qui avaient peur parce qu'ils disaient ça a été coulé sur le fleuve. Puis il n'y avait pas peur du feu s'il y avait un incendie dans le tunnel. Il n'y avait pas peur de la pollution, c'était pas ça. Leur peur, c'est que ça défonce, si ça fissure, on va mourir noyé dans un instant. Le premier ministre viendra lui-même inaugurer les travaux, un modèle hybride de pont et de tunnel, comme on n'en avait jamais vu au Québec. Oui, lorsqu'on mentionne le pont, on parle d'un pont sur le bras secondaire du fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est entre les îles de Boucherville et la rive sud. C'est un pont qui n'a pas besoin d'être en hauteur puisque les navires ne passent pas dans ce bras secondaire. Donc, c'est un pont conventionnel à bas niveau et qui permet de relier les îles à la rive sud. Alors, ce pont-là est tout à fait conventionnel. Ça a pris quasiment 10 à 15 ans pour que la population se familiarise, puis que tout d'un coup, qu'un tunnel, ça devient normal. Là, on parle qu'à ce moment-là, à Montréal, il se faisait le métro aussi. C'était une grosse construction. Mais le métro, c'était des tunnels, mais c'était pas toujours l'eau. C'était pas la même attraction. C'était différent. Pour moi, qui ai vécu ces années-là, puis que j'étais jeune, j'allais travailler ces chantiers de construction, l'attraction, c'était le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. L'histoire du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine débute en 1949, lorsque le gouvernement fédéral décide de construire, avec le concours des provinces, une route transcanadienne qui traverserait le pays d'une mer à l'autre. Jean Lesage, lui, prend le pouvoir le 27 octobre 1960. Il avait promis, lors des élections, de terminer le tronçon québécois, un défi de plus de 650 km. Plus compliqué que tout le monde l'imaginait. Puis Lesage, il est arrivé avec une équipe vraiment du tonnerre. Hey, il est allé chez Gérin Lajoie, Lapalle, René Lévesque, Kearns, nommez-les, il y en avait. Tu sais, des gros noms. Alors, il a bâti un Québec, il a bâti le pont de la Porte, il a lancé l'idée du pont de Trois-Rivières et il a fait la route transcanadienne. Duplessis, il ne voulait pas qu'elle passe à la Rive-Sud, la route transcanadienne. Il a toujours arrêté ça, lui. C'était une grave erreur. Alors est arrivé le pont-tunnel avec la route transcanadienne. Ça, c'est arrivé avec Lesage. Puis c'est là, moi, j'ai secondé Lesage. J'ai dit, il est temps qu'elle se fasse, cette route-là. Mais en passant par Montréal, cette route nationale devait franchir un obstacle incontournable, le fleuve. Quand c'est avec l'autoroute transcanadienne que c'est arrivé, puis à ce moment-là, si vous vous rappelez, mettons, l'autoroute transcanadienne, M. Lesage voulait qu'elle passe sur le boulevard métropolitain. Donc, pour pas s'en aller sur la Rive-Sud, mettons, c'était l'endroit le plus favorable. L'alignement qu'on a maintenant, là, qui est l'autoroute 25, mais en fait, c'était au bout du boulevard métropolitain, puis ça allait directement, mettons, sur la Rive-Sud. Mais c'est ça qui était, je pense, au départ, la raison pour laquelle ce site-là a été choisi, ce tracé-là a été choisi. La traversée du fleuve soulève des problèmes complexes. Il faut tenir compte des conditions de navigation du Saint-Laurent et de la voie maritime, des variations de débit des courants, du mouvement des glaces et même anticiper la croissance urbaine et industrielle des deux rives. Il fallait aussi que tous s'entendent sur le choix du site, l'île Charon, la plus méridionale des îles de Boucherville. Tant qu'on a considéré que c'était, mettons, le boulevard métropolitain qui devrait faire partie de la route transcanadienne, ben, le pont-tunnel de Boucherville était vraiment le pendant naturel de ce tracé-là. C'était naturel parce que ça faisait partie de l'alignement de la route transcanadienne. Alors, il y avait eu, je crois, avant le choix de l'emplacement qui est ici, il y avait eu une possibilité de faire ça plus à l'est de la ville, mais ce n'était pas l'endroit rêvé pour, si vous voulez, le maximum de trafic qu'ils voulaient utiliser.
Restait maintenant à s'entendre sur le choix de la structure, un pont ou un tunnel. L'option du pont s'est vite avérée beaucoup plus lourde de conséquences que prévu. C'était une solution technique tout à fait valable, comme le pont Jacques-Cartier-Laé ou comme le pont Champlain, mais il y avait aussi une version tunnel et l'un et l'autre ont été comparés. Le problème, c'est qu'un pont au-dessus du fleuve nécessite un grand dégagement pour laisser passer les navires. Plus le dégagement est élevé, plus la pente pour gravir le pont est longue, ce qui augmente l'envergure de l'ouvrage et oblige à empiéter sur les rives, détruisant ainsi tout un quartier. En fait, c'est que pour être capable, avec un pont, il aurait fallu monter tellement haut, mettons, pour dégager la voie maritime, pas la voie maritime, mais la voie du Saint-Laurent, qu'il aurait fallu monter au moins une hauteur libre de 120 pieds. Alors, ça nous aurait pas, avec nos pentes, on serait presque arrivé au pouvoir métropolitain. Le pont est relégué aux oubliettes pour faire place à un projet de tunnel. Selon les estimations, le tunnel coûtait entre 5 et 10 % de moins cher que le pont. Mais il représentait surtout une nouvelle limite à dépasser pour le savoir-faire québécois. Il y avait aussi le facteur que le tunnel employait des matériaux québécois, l'expertise québécoise. Alors, il y a des retombées économiques pour la province qui étaient beaucoup plus élevées. Mais en pleine guerre froide, un autre facteur, plus étonnant celui-là, donne plus de poids à l'option du tunnel. Le tunnel pourrait servir d'abri en cas de bombardement. Donc, il y a même eu pendant des années, je me souviens, l'été, même des étudiants venaient nous voir. Ils venaient pour le gouvernement fédéral, là. On vient vérifier pour voir si ça pourrait servir d'abri anti-bombe. Mais Jean Lesage avait une autre raison, bien plus terre-à-terre celle-là, de parachever rapidement le tronçon de la Transcanadienne, l'exposition universelle de 1967. Et nous sommes en juillet 1963. Il fallait faire vite. La bataille contre la montre était commencée. Là, c'est une fenêtre sur le monde qu'on a, c'est important. Il faut que ça soit prêt, il faut que ça soit bien fait, puis livré à temps. Parce que la plupart du monde n'avait pas voyagé. Là, on entendait parler de la Russie, puis des bombes, puis tout le monde avait peur. On nous avait fait tellement peur avec la Russie. Là, on s'aperçoit qu'avec leur pavillon, c'était du monde comme nous autres. On a découvert le monde. On a découvert les grands chantiers. Ça a été des années d'effervescence pour ceux qui l'ont vécu, qu'on n'oubliera jamais. En fait, l'Expo de 1967 a été un accélérateur du chantier autoroutier dans la mesure où, à l'instigation de Jean Drapeau, il y avait un projet de moderniser Montréal, de positionner Montréal sur la plateforme des grandes villes internationales. Et évidemment, avec le réseau routier hérité de l'époque industrielle, on faisait assez piètre figure. Suffit de comparer pour comprendre. Le New York State Thruway entre Albany et Buffalo avait été inauguré en 1948. En Ontario, la première autoroute moderne en Amérique, le Queen Elizabeth Way, avait été ouverte en 1939 entre Toronto et Hamilton. Le pont-tunnel devenait donc une pièce maîtresse du nouveau réseau autoroutier québécois, car le Québec était en retard. Très en retard. Oui et non, parce qu'on avait une population qui était moins riche que les populations américaines ou même ontariennes, et nous avions un système de transport en commun absolument remarquable avec les tramways. Sauf qu'à un moment donné, surtout après les années 1950, là, il y a eu un accroissement considérable du parc des voitures, et à ce moment-là, on devenait en retard. En fait, dès la fin des années 50, 50 000 voitures empruntent quotidiennement le pont Jacques-Cartier. Expo 67 ou pas, on comprend la promesse de Jean Lesage. Il fallait, et vite, construire un autre lien entre Montréal et la Rive-Sud. Et surtout, il fallait persuader le premier ministre que le Québec avait non seulement les moyens, mais aussi les compétences pour se payer le plus grand tunnel sous-marin au pays. Le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine ne fait que concrétiser, enfin, un vieux rêve. Car l'idée de construire un tunnel sous le fleuve ne date pas d'hier. Déjà, en 1912, la Ville de Montréal commandait une étude sur la faisabilité d'un tel projet.
Le pont Victoria, érigé en 1860, ne suffisait plus à la tâche. Mais la guerre calme les ardeurs jusqu'à ce qu'on décide, 20 ans plus tard, de construire plutôt un autre pont, le pont Jacques-Cartier. 1883, il y avait des articles dans les journaux où on parlait de concept. Déjà, à l'époque, on avait deux façons. Relier les deux rives directement ou avec un tunnel et un pont. Ici, on voit les coupes des différents tunnels de l'époque. Il y avait des tunnels existants et celui sous le Saint-Laurent qu'il avait prévu là, de faire à l'époque. Ça fait bizarre à dire aussi, mais à l'époque, c'était pour traverser des trains. Dès qu'il apprend qu'un lien vers la rive sud devient une réalité, Armand Couture, alors jeune ingénieur d'à peine 30 ans, demande de rencontrer Jean Lesage pour lui proposer une solution audacieuse, un tunnel échoué dans le lit du fleuve. C'était une technologie nouvelle que seuls deux ingénieurs québécois, Pearl Hall et Armand Couture, connaissaient bien. Ils ont fait ensemble le fameux Dease Island Tunnel à Vancouver, vers la fin des années 50. Et c'est suite à cette expérience-là que nous sommes revenus à Montréal. Moi, j'avais passé 2 ans à Vancouver sur le projet du tunnel là-bas. Et c'est ce qui nous a fait penser à proposer un tunnel pour la traversée qui, à notre point de vue, était une meilleure solution technique que la construction du pont. Et vous savez une chose, c'était un beau projet d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'on créait un pont-tunnel ici au Québec. Mais ce qui a réellement séduit et impressionné Jean Lesage, ce sont les explications que lui donnait Armand Couture. Le jeune ingénieur explique calmement comment on peut construire un tunnel immergé selon une technologie mise au point par les Scandinaves. Je pense que M. Lesage a bien regardé les deux projets. Un qui avait été proposé par les travaux publics, le pont, et l'autre qui avait été proposé par la voirie, qui était le tunnel. Et les rapports techniques ont fait l'évaluation comparative et la meilleure solution, je crois, a été retenue par M. Lesage. À cette hauteur, le lit du fleuve est embarrassé de plusieurs mètres de limon et des boues que déposent les eaux du fleuve qui ont alors eu le temps de se calmer depuis les rapides de la Chine. Pourquoi alors ne pas creuser un vrai tunnel dans le roc, comme c'était le cas avec le métro de Montréal, alors en chantier? Bien, on aurait pu creuser dans le roc, mais il aurait fallu descendre beaucoup trop creux. Et ce n'était pas la façon économique de traverser le Saint-Laurent à cet endroit-ci. C'était mieux de prendre la technique d'un tunnel préfabriqué et positionné en place comme ça a été fait d'ailleurs. L'impact fut néanmoins désastreux pour le quartier de Longue-Pointe dans l'est de Montréal. Plus de 300 familles, sans compter de nombreux petits commerces de toutes sortes, devront laisser la place à la tranchée nécessaire au passage du tunnel. Alors, le pont-tunnel, c'est sûr que c'est une œuvre importante d'ingénieurs, puis on peut être fiers, ce sont nos ingénieurs, ce sont ceux qui ont fait Lavalin qui ont fait ça. Alors ça, c'est une œuvre magistrale. Alors, eux autres, bien sûr, les ingénieurs, ils ont dit qu'il faut passer là où le fleuve est le plus étroit. Alors, on va profiter de l'île Charon, on va faire un pont qui va jusqu'à l'île Charon, puis on va faire ensuite un tunnel qui vient jusqu'à la Longue-Pointe. La population ici, elle a protesté, elle a dit « Vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça. » Parce que là, on enlevait le presbytère, l'église, on enlevait tout. Et tout signifie raser. Pour laisser passer le pont-tunnel, on a creusé une tranchée si profonde qu'aucun archéologue ne trouvera trace de ce qui existait ici avant. Comme ces résidences qui ont été démolies en vrac, ou comme l'église catholique de Saint-François d'Assise, qui est tombée sous le pic des démolisseurs. C'était ici. Bon, pas ici précisément, mais on peut s'orienter un petit peu si vous voulez. Parce que si on regarde un peu à l'est, bon, derrière vous avez les tours. Juste un peu à l'est des tours, c'était l'église. L'église qui a été construite en 1914, celle qui a été détruite pour la construction du pont-tunnel. Quelques jours avant la démolition, le curé de la paroisse, du Haut-Sachère,
s'est même demandé s'il était bien nécessaire de faire passer le tunnel directement sur son église, alors qu'à côté, la voie était libre. Alors, c'était une bonne idée. Quand ils l'ont soumis, les gens ont dit, ben oui, mais là, on ne pourrait pas passer un petit peu plus à l'ouest, un petit peu plus à l'est. Il y a des terrains vagues. Et quand on a demandé aux ingénieurs, honnêtement, ils ont dit, bien sûr, ce serait 2 caissons de plus et 1 million. Mais ce sont les élus qui prennent les décisions. Fernand Barry est un de ces expropriés du pont-tunnel. Sa maison a été déménagée dans un autre secteur de la ville. Mais lui, il est demeuré fidèle au quartier, même s'il doit maintenant partager sa cour avec le mur de son du pont-tunnel. Au début, évidemment, ça fait un grand changement. Parce que surtout, nous autres, ici, on voyait... il n'y a rien en face, hein? Alors, on voyait le centre d'achat au complet, on voyait jusque la rue Sherbrooke, on voyait la route transcanadienne de 25 Nord, on voyait ça comme il faut, jusqu'en haut même. Puis là, le mur est venu nous couper tout ça. On le regarde, on dit, là, je suis rendu à un point que quand les gens me demandent comment ça tu trouves ton mur, est-ce qu'il y a un mur chez nous? Alors, on dirait qu'on s'est habitué, puis on laisse passer les choses comme ça, tu sais. Mais on enlève tout ce cœur du village, des gens qui ont travaillé, qui ont rayonné par toute la longue pointe. On enlève ça. Alors, ces gens-là, on ne les écoute absolument pas. Et puis, on les a dépossédés. On a construit ce trou-là. Ils sont en train de construire un grand trou, puis ils vont tous nous enterrer dedans. Mais le pire aussi, c'est qu'on a effacé toutes les traces. Surtout que nous autres, on avait une belle petite maison. On était contents, heureux de vivre dans ce milieu-là. Là. Et on avait dit aux gens, mais vous êtes des imbéciles! Le progrès s'en vient, ça va être merveilleux, tout ça. Ben oui, mais le progrès, il a fait comme tout le monde là derrière. Il a pris le pont-tunnel puis il est allé développer Boucherville. Ben tant mieux pour Boucherville, mais ici, ça a été un appauvrissement très grand. Je pense que l'impact est assez faible parce que nous sommes à l'extrémité d'un développement résidentiel et vous avez surtout de l'industrie du côté ouest et vous avez le résidentiel du côté est. Alors c'est à la limite d'un quartier et ça n'a pas l'importance d'un pont qui a une influence difficile sur à cause de sa hauteur, à cause des piliers. Le tunnel, lui, est souterrain. Alors vous avez juste l'impact d'une route. L'impact du pont-tunnel sera phénoménal pour la Rive-Sud. En 1966, la municipalité de Sainte-Julie était un petit village agricole d'à peine 1400 habitants. Aujourd'hui, elle compte plus de 20 000 résidents. Boucherville a aussi profité du même essor fulgurant. J'ai été le premier commissaire industriel dès 1965. On n'avait aucune industrie à Boucherville. Aucune. Le 8 mai 1965, un an après tout ça, là, je suis nommé commissaire industriel. Je vendais des terrains dans des champs, puis il y avait des herbes hautes comme ça. Vous allez avoir à peu près 100 000 pieds autour d'ici. Là. Pas de rue, pas de trottoir, pas de lampadaire, pas rien. Puis il fallait convaincre les gens de venir s'installer dans un champ de même. Il n'y avait aucune industrie. Aujourd'hui, on est le deuxième plus gros parc au Québec, avec 669 industries. Alors l'impact, voyez-vous, on a tout près de 20 000 travailleurs qui viennent de Montréal, Laval, qui viennent de partout sur la Rive-Sud, qui travaillent ici à Boucherville. On avait une petite ville de 6 000 âmes dans le temps. Aujourd'hui, on est une ville de 38 000. On s'enligne vers les 60-70 000. Le chantier du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine pique immédiatement la curiosité. Pour la première fois, la population montréalaise est témoin de la naissance et de la croissance d'un méga chantier. J'ai été élevé à côté du tunnel, donc probablement que c'est le premier pont que j'ai traversé en apprenant à conduire. Donc c'est l'endroit que j'ai traversé le plus souvent à Montréal. Donc moi, je suis né au monde à Longueuil. Et, pendant la construction du tunnel, j'avais 9 ans.
Ça a été tout un gros événement. Puis les gros chantiers dans les années 50 se sont faits à l'extérieur de Montréal. C'était les constructions de l'Hydro-Québec. Puis on entendait parler, mais les gens, la population, ne pouvaient pas se rendre sur ces chantiers-là. Pendant qu'on drague une tranchée dans le fleuve, tout à côté, une autre équipe aménage la cale sèche, juste ici sur l'île Charon, où l'on préfabrique les 7 caissons du tunnel, des sections de béton armé, chacune de la taille d'un terrain de football. Une véritable usine à ciel ouvert. Dans la construction, en fait, on a fait une cale sèche ici qui est à ma gauche, là. Et puis, en fait, dans cette cale sèche-là, on a coulé les 7 éléments du tunnel. C'était tous des vrais bâtiments, c'était des vrais bateaux. Si le coup d'œil en valait la peine, les défis technologiques, eux, valaient bien des mots de tête aux ingénieurs. Alors, la principale difficulté a consisté à creuser une cale sèche à même le lit du fleuve, de construire une digue autour de cette excavation-là et d'être capable de construire à sec, de remplir cette cale sèche d'eau pour faire flotter les éléments et les amener après au centre de la rivière. Après immersion de la cale sèche, les caissons étaient toués à des chalands jusqu'au-dessus de la tranchée, et puis, lestés de pierre et d'eau, chacun des caissons était alors lentement immergé dans la tranchée au fond du fleuve. Donc ici, ce qu'on voit, c'est la section, ce qu'on appelait couler en place. C'est la section du côté nord. C'est-à-dire que ça, c'était l'entrée du tunnel ici. Ici, cette section-là va être complètement fermée. Parce qu'éventuellement, quand ça va être terminé, ici, ça va être remblayé. La section ici va être inondée pour pouvoir mettre la dernière section, là, qu'on appelle l'élément 7, pour venir se raccorder à cette section ici. Alors, le volume d'eau déplacé était égal au poids du caisson à quelques fractions près. De sorte que lorsque la cale sèche a été remplie d'eau, les caissons ont flotté avec quelques pouces au-dessus du niveau de l'eau. Et à ce moment-là, ça a permis, les parois à l'extrémité étaient fermées. Et donc, c'était une boîte fermée et ça a été transporté jusqu'à l'endroit rêvé, au centre de la rivière, et ça a été descendu dans une tranchée. La manœuvre est complexe. Les caissons, solidement attachés à 8 vérins d'échouement, descendent alors au fond du fleuve au rythme de près d'1 mètre à la minute. 8 autres vérins de redressement corrigent la poussée du courant jusqu'à ce que chacune des sections du tunnel soit enfin déposée sur leur semelle de béton au fond de la tranchée. Une fois l'étanchéité assurée, on vide la paroi qui est entre les deux caissons et à ce moment-là, vous avez la pression maximum à l'autre extrémité de l'eau qui scelle les deux éléments entre eux. Alors, c'est une technique qui utilise des forces de la nature, c'est-à-dire que c'est la pression d'eau qui sert de vérin maximum pour rattacher les éléments entre eux. Une fois les caissons en place, on injecte du sable sous la structure. Puis on retire les vérins afin de recouvrir le tunnel de 2 mètres de pierre. On veut être certain que les ancres des bateaux ne puissent accrocher le tunnel. Mais les ingénieurs n'étaient pas au bout de leur peine. Pendant toute l'opération, on devait conserver un alignement exact des caissons. Et l'installation du 7e caisson s'est avérée plus délicate que prévu. En 1962, construire un tunnel sur le fleuve était une entreprise à haut risque. Surtout quand on doit creuser dans un chenal extrêmement achalandé du fleuve et qu'en plus, on doit affronter des courants extrêmement forts. Pour vous donner une idée, le fleuve défile ici à une vitesse de près de 2 mètres à la seconde. C'est extrêmement rapide, même pour un caisson de béton de 32 000 tonnes. Bon, lors de la construction du tunnel La Fontaine, et c'est quelque chose de tout à fait normal, compte tenu de la méthode assez précise d'installation des fameux éléments qu'on inondait dans la rivière, et sachant qu'il y avait un courant assez faible dans le fleuve Saint-Laurent, c'est tout à fait normal qu'il y ait des erreurs d'alignement qui n'apparaissent en fait que lors de l'installation des 2 derniers éléments. L'erreur d'alignement ne sera que de quelques degrés seulement, mais obligera néanmoins les ingénieurs à redoubler de précautions pour assurer un joint totalement étanche
entre les derniers caissons. C'est-à-dire que le dernier caisson, évidemment, c'était celui qui était le plus critique, parce qu'il y en avait 7 qui avaient été positionnés et il y avait peut-être un pouce ou deux d'alignement différentiel, mais c'était à l'intérieur des tolérances possibles pour la mise en place. C'est que la pression d'eau est tellement forte que c'est difficile de corriger l'alignement. Donc, il fallait que la construction soit faite correctement pour que l'alignement se fasse presque automatiquement. Chose qui a été corrigée au niveau du joint. Ça a été moulé, ça a été recorrigé. Puis on a ce qu'on connaît aujourd'hui, un tunnel tout à fait droit, on peut voir aucune bifurcation. La pression qu'exerce l'eau sur la structure du tunnel est absolument énorme. Cet effort hydrostatique, c'est-à-dire le poids de l'eau que doit supporter le tunnel, est de 8000 livres au pied carré. Alors, pour s'assurer une étanchéité absolument parfaite, on fera appel à un béton plus dense, plus résistant aux fissures, c'est-à-dire le béton précontraint. Oui, nous avons utilisé ici un béton d'une très grande résistance. Alors, le béton à Montréal a normalement un défaut, c'est qu'il y a une réaction alcali avec l'acier d'armature qui fait que vous voyez beaucoup sur les parapets ou sur les ponts des petites craques qui est dans le béton. Ici, vous n'avez pas ça au tunnel. Alors, le béton a été fait avec une pierre spéciale qui s'appelle du trap rock pour être capable d'avoir un béton beaucoup plus fort. Et l'effet du sel n'a pas détérioré la structure du tunnel. Si vous remarquez en bas, le béton est aussi beau à l'intérieur de la structure qu'il était au moment de sa construction parce que le béton était une très grande résistance et construit avec une pierre qui ne faisait pas de réaction avec l'acier. On est présentement dans le couloir de service du tunnel La Fontaine, exactement situé au milieu du fleuve Saint-Laurent, à une profondeur approximative de 90 pieds au-dessus du niveau du sol. Ce couloir de service, c'est un peu la colonne vertébrale du tunnel. Non seulement il sert à l'entretien quotidien du tunnel, mais aussi à l'évacuation des automobilistes en cas d'accident. Si quelqu'un est pogné dans le tunnel, il y a un incident, ils doivent évacuer, ils rentrent par la porte ici. Il y a des indications qui vont guider les gens vers la tour la plus proche. Là, ils peuvent évacuer vers l'extérieur. Comme on peut voir ici, il y a des contacts qui servent d'alarme pour prévenir le contrôleur. Si quelqu'un rentre dans les couloirs de secours, il y a une alarme qui est donnée. C'est localisé, disons, c'est bien précis. Chaque porte est identifiée. Le contrôleur, lui, peut vérifier avec la caméra qu'il y a des couloirs de secours, voir qui vient de rentrer, la direction qu'il va prendre. On a des haut-parleurs pour les guider les gens aussi. Si on voit que c'est un automobiliste et qu'il ne sait pas où aller, on peut l'aviser de retourner à son auto, que la dépanneuse s'en vient, ou on peut guider les gens comme ça. Ça en est passé des choses dans le tunnel. Il y a une voiture qui s'est faite emboutir à l'arrière. Elle était arrêtée dans la voie de gauche. Et, le lendemain, on a su que la voiture s'était arrêtée parce que le monsieur ne voulait pas perdre son poste de radio. Donc, il s'est arrêté avant de rentrer dans le tunnel. Un seul accident notable a fait craindre le pire aux ingénieurs. Car un incendie dans un tunnel, c'est le cauchemar de tout automobiliste. Il y a eu un accident majeur, un incendie qui s'est déclaré dans la direction Montréal, du tube direction Montréal. C'est un gros accident qui est survenu un vendredi matin, un peu après 6 heures le matin. Il y a 3 voies disponibles vers le sud. Il y a un véhicule qui tombe en panne, en plein centre. Le préposé à la signalisation donne le feu rouge au centre pour signaler qu'il y a un véhicule. Mais malheureusement, à 6 heures du matin, un camionneur qui s'en vient assez vite, j'imagine, est entré en collision de plein fouet là, avec le véhicule qui était stationné. L'impact fait que le véhicule a pris feu, la voiture a pris feu, le camion a pris feu. Malheureusement, ça a coûté la vie à une personne. Et là, pour vous dire que ça a été fermé durant 3 longues semaines. Le tube a été fermé vers le sud parce que les dégâts étaient majeurs. Incendie dans le tunnel, ça veut dire que tout ce qu'il y avait au plafond, tout le système d'éclairage, ça a été brûlé, calciné.
Alors, il a fallu tout réparer ça avant de pouvoir d'avoir des voies disponibles vers le sud. Pour mieux réagir à un feu dans le tunnel et à l'enfumage qui s'ensuit, on a effectué à l'été 2002 une série de tests. On a fermé le tunnel et nous avons construit un brûleur qui fonctionne au propane pour simuler une flamme d'une intensité allant jusqu'à 5 MW. On ajoute à ça des bombes fumigènes pour juste avoir un effet visuel qui nous permet de voir les phénomènes en cause dans de telles simulations. Et le but de la simulation sur place est de valider et de calibrer et valider le modèle numérique qui lui servira à simuler des feux beaucoup plus réels, des feux d'autobus et de camions lourds qui peuvent atteindre 20 à 30 MW. Comme souhaité, la fumée s'est dissipée par les conduits prévus à cet effet et le tube central a rempli avec succès un autre de ses rôles clés, la ventilation. Alors, nous avons une conduite de ventilation au centre, entre les deux voies de circulation. Il y a deux chambres de ventilation qui permet au ventilateur de souffler de l'air à l'intérieur du tunnel et de faire que cet air-là circule avec la circulation. Alors, tout le système de ventilation est fait pour que le trafic entraîne l'air dans le tunnel. L'air frais est soufflé à une extrémité, il est retiré à l'autre extrémité du tunnel. Deux immenses tours assurent la ventilation. On les aperçoit aux deux extrémités du tunnel. Des ventilateurs géants font circuler l'air frais tout en évacuant les gaz d'échappement émis par les automobiles. Alors, c'est ce que nous voyons ici. Ce sont le ventilateur et les voies de circulation en bas. Les ventilateurs peuvent aussi servir à alimenter de l'air frais simplement en inversant la poussée des pales. Cette technique permet de créer ni plus ni moins qu'une barrière qui servirait, par exemple, à protéger les automobilistes prisonniers en amont d'un incendie. Mais rapidement, le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, avec ses corridors, ses conduits, ses recoins, devient vite un sujet de fascination et l'objet des rumeurs les plus folles, comme c'est arrivé par un soir d'octobre 1970. Comme toutes les superstructures qui fascinent l'imaginaire populaire, le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine n'échappe pas à la règle. Nous sommes en 1970, en pleine crise d'octobre. Tout le Québec regarde le bulletin de nouvelles télévisé pour connaître les derniers développements d'une crise politique qui a pris un tournant tragique. Bernard Lamarre reçoit alors un coup de fil du ministre de la Voirie. Ah, c'est M. Pinard qui m'appelle un soir. C'était le soir de l'enlèvement de M. Laporte. Il dit, on pense, mettons, que M. Laporte il est détenu dans une tour de ventilation du pont-tunnel Lafontaine. La réponse fut instantanée. Moi, je dis, je ne suis pas une police, je n'irai certainement pas là. Il rappelle, mettons, 15 minutes après, il dit, ça serait bien un peu. On a dit non, mais il m'a rappelé 3 fois, mais là, j'ai dit, j'ai appelé Armand Coutu, on s'est envenu ici. Alors, nous sommes venus très tôt le matin. Nous avons fait tout le tour du tunnel pour bien démontrer qu'il n'y avait personne qui se cachait ici. On s'est envenu ici. On a monté dans la tour sud, mais on parlait très fort encore. En cas qu'ils soient vraiment là, pour pas, mettons, qu'on les prenne par surprise, qu'on se fasse tirer quelque chose. Le tunnel a toujours été un lieu sous haute surveillance. Un réseau de 23 caméras en circuit fermé relaie jour et nuit des images en direct du pont-tunnel jusqu'aux opérateurs du poste de surveillance situé dans l'une des tours de ventilation. Et on ne surveille pas seulement la circulation automobile. Juste au niveau monoxyde de carbone, si on regarde l'été, il fait 35 degrés, c'est humide, la circulation, mettons, ça bloque, il y a un accident. Il y a trois rangées de véhicules qui sont arrêtés, les moteurs tournent. Il y a beaucoup de monoxyde, donc il faut changer l'air. C'est important de surveiller, de voir par les écrans aussi ce qui se passe. Même en cas de panne électrique, le pont-tunnel peut continuer à fonctionner normalement grâce à de puissants groupes électrogènes et à tout un attirail de batteries qui prennent alors automatiquement la relève. Ici, la tempête du verglas de 1998 a été le test ultime pour le tunnel.
la tempête du verglas, nous autres, on opérait. On était le seul lien entre Montréal et la Rive-Sud. Les autres ponts étaient fermés à cause du verglas. Donc, puis on avait, nous autres, les génératrices qui fonctionnaient. Le tunnel a aussi été conçu dans ses moindres détails pour assurer une sécurité accrue aux automobilistes grâce à des brises-soleil situées aux entrées du tunnel. Ce qu'on appelle des paralumes, c'est des structures en béton où il y a des ouvertures pour que la lumière du jour puisse pénétrer en s'assombrant pour que les autos, pour que l'œil du conducteur puisse s'ajuster avant d'arriver dans le tunnel, comme dit. Mais ça, la neige, elle tombe là-dessus. Là, ça fond, puis ça produit des glaçons. Comme on est obligé de surveiller ça régulièrement. Des fois, on est obligé d'intervenir aux 4 heures ou 5 heures. D'ailleurs, le tunnel a eu plusieurs aspects innovatifs. Nous avons, si vous remarquez, des murs qui ne sont pas parallèles dans le tunnel. Parce que nous avions constaté que le bruit est un problème dans un tunnel, parce que le bruit se répercute en longueur. Et pour éviter cela, nous avons développé un nouveau système. La paroi penche vers l'extérieur pour les premiers 6 pieds de hauteur et vers l'intérieur pour la partie supérieure, de sorte que le son ne s'amplifie pas par résonance. Pendant ce temps, au Parlement de Québec, le premier ministre Jean Lesage annonce que le tunnel portera le nom de Louis-Hippolyte Lafontaine, cet ancien premier ministre canadien, ardent défenseur des droits des francophones, mort 100 ans plus tôt. Charles Desmarteau a été impliqué de près dans la décision. Alors, Lesage me reçoit à Québec et je lui remets devant des sommités de Québec, des professeurs d'université, les plus grands historiens de Québec, ils étaient autour de moi dans le bureau de M. Lesage, puis je lui remets, puis je dis, M. Lesage, appuieriez-vous la nomination du futur pont qui passe chez nous comme devenant le pont Louis-Hippolyte Lafontaine. Puis j'explique, j'ai dit, dans ce livre-là, vous allez comprendre qui il est. Puis j'ai dit, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, ne vous inquiétez pas, on va vous en fournir. Le projet de tunnel sous le fleuve est réalisé sans jamais interrompre la circulation maritime. Circulation particulièrement dense dans ce secteur. Le 11 mars 1967, 5 ans après le début des travaux et quelques jours à peine avant l'ouverture officielle d'Expo 67, tout le monde s'empresse d'assister à l'inauguration. Lesage était là, puis il s'est très bien comporté. Il venait de perdre, mais il était monsieur. Puis ils ont fait beaucoup de farces avec entre Johnson et Lesage. Oui, ça c'était très civilisé. J'ai été même surpris de les voir, parce que j'étais à côté. Puis de voir comment Lesage acceptait, parce que c'était un homme fier, Lesage, hein? Il y avait même un peu trop de panache, tu sais. Puis il trouvait que Johnson, c'était pas un minus, mais il le trouvait inférieur. Mais il était bon. La cérémonie a lieu dans le tunnel même. On avait alors aménagé un podium devant quelques rangées de chaises droites, un micro, un lutrin, un rideau de fond et un drapeau du Québec. Bernard Lamarre, lui, se souvient très bien d'un incident cocasse qui s'est produit quelques minutes avant que ne débutent les cérémonies. Oui, en 1967, une inauguration, c'était M. Johnson, Daniel Johnson le père, qui était rendu premier ministre. Et puis c'était lui qui était là, mettons, comme l'hôte officiel, mais il y avait quand même les représentants du gouvernement du Canada, tout ça, sur la tribune officielle, qui était dans le tunnel. Il n'y avait seulement qu'un drapeau, il y avait le drapeau du Québec. Et puis là, ça rouspétait un petit peu dans la salle. D'un coup, on a vu quelqu'un, un drapeau apparaître derrière les rideaux, puis une main qui est passée, puis c'était le drapeau du Canada. On s'est applaudi. Mais d'abord et avant tout, la fierté était palpable sur les visages des jeunes ingénieurs et des ouvriers. Ah, très fier. Et il y a eu beaucoup de visiteurs étrangers qui sont venus voir le tunnel en construction et voir comment les plans avaient été développés. Nous autres, on était les constructeurs, ceux qu'on a travaillé, on était sur l'île Charon, sur l'accotement. Puis on regardait, si on veut, les dignitaires qu'eux autres faisaient leur cérémonie. Après ça, ils ont coupé le ruban.
Là, bien, les autos ont commencé à circuler. Là, nous autres, là, notre jouet, là, on venait de le perdre. C'était notre terrain de jeu, là, nous autres. Mais là, on venait de le perdre, là. Pour moi, c'est une question capitale. Quand tu passes dans le pont-tunnel, tu as de la fierté. Mais on peut dire que le pont-tunnel est une beauté d'ingénierie mondiale. Et ceux qui l'ont pensé, bien, tout honneur à eux autres, parce que les travailleurs ont fait une bonne job. C'est mon monde, on va s'en donner un peu. Puis les ingénieurs aussi ont fait une bonne job. Comme un chapeau, on peut être fier de cette construction-là. Avec le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, tout sortait de l'ordinaire. L'échelle, les défis techniques, l'adaptation aux éléments. Un chantier où il fallait rallier les hommes politiques, tout en apprivoisant des technologies encore jamais réalisées. Construit pour durer 100 ans, le pont-tunnel était d'abord et avant tout un passage sous le fleuve, mais il est vite devenu une porte sur le monde, en permettant de développer une expertise québécoise unique, aujourd'hui reconnue partout dans le monde.